Nous avons eu le cessez-le-feu hier, tu sais, tard dans la nuit. Et aujourd'hui, nous avons appris que ce genre d'attaque se reproduit encore et encore. Israël a attaqué le Liban, plus d'une centaine d'attaques. Il y a également eu des attaques en Iran. Une sorte d'attentat, tu sais, impliquant les Émirats arabes unis avec le Koweït. Il semble que le cessez-le-feu commence à vaciller. Mais après tout, d'après ce que nous avons entendu de la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, ils vont se réunir samedi, J.D. Vance, Steve Witkoff et Kushner. J.D. Vance, together with Steve Witkoff and Kushner, they're going to meet with the Iranian counterparts. Ils vont rencontrer leurs homologues iraniens pour discuter du cessez-le-feu, un cessez-le-feu de 2 semaines. Jusqu'à présent, le cessez-le-feu reste fragile. Mais la principale question ici est de comprendre ce qui se passe et pourquoi les États-Unis ont décidé de pousser en faveur d'une forme de cessez-le-feu. C'est essentiellement lié à la réalité de la guerre, à la réalité sur le champ de bataille. Mais nous savons que l'Iran détient désormais quelque chose d'important qu'il n'avait pas auparavant, le détroit d'Ormuz. Ils l'appellent une bombe nucléaire pour l'Iran. Quelle est votre compréhension de cela? Et quelle est l'importance du détroit d'Ormuz? Et comment percevez-vous la situation actuelle de la guerre? Eh bien, le détroit d'Ormuz contrôle le commerce pétrolier de l'OPEP. Mais ce n'est qu'une partie du tableau. Cela ne va pas avoir tant d'importance. Si Donald Trump avait mis à exécution ses menaces de faire sauter tous les ponts et toutes les centrales électriques d'Iran, des infrastructures qui mettraient un siècle à être remplacées, alors l'Iran aurait anéanti toute la capacité d'exportation de pétrole des pays arabes de l'OPEP, de l'Arabie saoudite aux Émirats. Il n'y aurait alors plus de pétrole à exporter du tout. Mais non, je ne pense pas que même s'il y a des violations du cessez-le-feu et qu'Israël fait tout pour rompre l'accord, il va continuer à attaquer. Et l'idée de conclure un cessez-le-feu avec les États-Unis est tout aussi absurde que celle d'imaginer la Russie conclure un cessez-le-feu avec l'Ukraine, tout en laissant la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Estonie continuer à envoyer des missiles sur la Russie, car il faut que toutes les parties soient impliquées. Et Israël a déjà déclaré « Nous ne faisons pas partie de cela. Nous allons continuer à tirer ». Eh bien, je pense que les Iraniens ne vont probablement riposter qu'à Israël pour cela. Ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent pour fournir des armes à leurs alliés qui combattent au Liban, des armes au Hezbollah et à d'autres. Mais je ne pense pas qu'il y aura une attaque majeure et totale comme celle que Trump a menacée, du moins pendant un intervalle d'environ 2 semaines. Et ces 2 semaines donnent au reste du monde la possibilité de créer une alternative à ce qui, si les combats reprenaient, deviendrait une dépression mondiale comparable à celle des années 1930. Cette dépression résulterait de l'arrêt de 20% du commerce du pétrole et, je pense, de 30% à 40% du commerce du gaz, ainsi que d'une grande partie des engrais, de l'ammoniac et du soufre nécessaires. Tout cela entraînerait d'immenses arrêts industriels et le monde entier serait menacé par le chaos. Eh bien, la menace du chaos a toujours été la stratégie des États-Unis. Et maintenant, soudainement, la menace du chaos comme outil pour contraindre d'autres pays à suivre une politique visant à l'éviter se trouve entre les mains de l'Iran, grâce à son contrôle du détroit d'Ormuz et aux moyens d'exporter le pétrole et le gaz de l'OPEP encore en production, tels qu'ils sont. La question est donc de savoir ce que les autres pays vont faire pour soutenir l'Iran dans l'exercice de pression sur les États-Unis et sur Israël, afin d'empêcher la reprise des hostilités, qui entraînerait une dépression chronique durant 3 ou 4 ans et conduirait à une restructuration complète du système économique et financier mondial. J'aimerais donc aborder à quoi ressemblerait cette restructuration.
Je voudrais parler de la stratégie générale, car il y a 50 ans, ce qui se passe aujourd'hui, il existait une logique générale à cela, qui avait été entièrement exposée. Et elle l'avait été à l'endroit où je travaillais à l'époque, le Hudson Institute. La stratégie que suit l'Iran est très proche de ce qui avait été discuté alors comme moyen d'éviter le chaos mondial dans les années 1960, à savoir la guerre atomique. Et la question était, comment le monde peut-il éviter le chaos d'une destruction totale? La réponse fut la doctrine de la destruction mutuelle assurée, MAD. L'idée était que si un seul pays possédait la bombe atomique, comme les États-Unis en 1945, il pouvait menacer les autres nations d'une guerre atomique. Mais que se passe-t-il lorsque la Russie soviétique développe à son tour la bombe atomique, puis que d'autres pays commencent également à la développer? La menace d'une guerre atomique devint la principale préoccupation de la politique étrangère dans les années 1960. Don Brennan, de l'Institut Hudson, inventa le terme « destruction mutuelle assurée ». Et Herman Kahn, en 1962, la même année, publia un livre intitulé « Penser l'impensable » qui en exposait les principes. L'idée était que si d'autres pays non seulement possédaient la bombe atomique, mais maintenaient aussi une parité militaire, avec la capacité d'améliorer leur technologie d'armement au même rythme, alors chaque grande puissance aurait peur d'utiliser la bombe, car ses adversaires pourraient riposter et les deux camps seraient anéantis. Ainsi, tant qu'il existait une parité entre les puissances atomiques, la guerre entre elles était évitée. Les États-Unis, bien sûr, continuaient à mener leur propre guerre, partout, de l'Asie du Sud-Est à l'Amérique latine et à l'Afrique. Mais ce n'étaient ni des guerres mondiales, ni des guerres atomiques. L'idée générale était que les pays comprenaient que s'ils intensifiaient une quelconque forme de guerre, leur propre existence serait menacée, au-delà de leurs seules économies. Eh bien, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce qui était menacé dans les années 1960 s'appelait l'hiver atomique. En d'autres termes, s'il y avait une guerre atomique, le monde entier entrerait essentiellement dans un hiver. La production s'arrêterait, l'agriculture s'arrêterait, le commerce s'arrêterait. Ce qui est menacé aujourd'hui, c'est un hiver financier. Et cet hiver financier serait subi par les pays importateurs de pétrole, de l'Europe au Japon, à la Corée, à l'Extrême-Orient, à la majeure partie du Sud global et à de nombreux pays asiatiques. La question est donc, comment éviter cet hiver financier? Eh bien, ce qui distingue la situation entre l'Iran et les États-Unis de la situation militaire entre les États-Unis et la Russie dans les années 1960, c'est que l'Iran ne peut pas dire « Eh bien, si nous faisons exploser la capacité de production pétrolière des pays arabes de l'OPEP, cela mettra les pays importateurs de pétrole dans une position désespérée. » Les États-Unis avaient déjà réfléchi aux conséquences. Donald Trump s'en est même vanté, en disant « Bien sûr, l'Iran pourrait très bien faire tout cela. » Et l'Iran a démontré sa puissance militaire en étant capable au minimum d'anéantir la capacité de ses voisins à produire du pétrole. Mais l'Amérique est désormais un pays excédentaire en pétrole et un exportateur de gaz grâce à toute la technologie de fracturation hydraulique qui a été développée. Thanks to all of the fracking technology that's been developed. And if the blowing up... Et si la destruction du commerce pétrolier de l'OPEP faisait grimper les prix mondiaux du pétrole, ce serait une aubaine pour les compagnies pétrolières et gazières américaines. Bien que les États-Unis puissent puiser dans leurs réserves de pétrole pour maintenir les prix bas sur leur territoire, les compagnies pétrolières exporteraient leur pétrole et leur gaz aux prix mondiaux extrêmement élevés vers l'Europe occidentale et l'Asie, le Japon et le reste de l'Asie.
donnant ainsi à l'Amérique un pouvoir considérable sur ses alliés les plus proches. Il revient donc à ses alliés de décider. Nous ne pouvons pas nous permettre un affrontement entre les États-Unis et l'Iran qui détruirait notre économie. J'aborderai plus tard la manière dont cela nuirait également à l'économie américaine sur le plan financier. Mais pour l'instant, la crise la plus immédiate toucherait les pays qui ont besoin de leur pétrole pour faire fonctionner leurs usines, chauffer et éclairer leurs habitations et leurs bureaux, produire des engrais et faire rouler leurs chemins de fer et leurs systèmes de transport. Tout cela. Eh bien, brandir la menace de détruire l'accès d'autres pays au pétrole a été au cœur de la politique étrangère des États-Unis au cours du dernier demi-siècle, comme vous et moi en avons déjà parlé lors d'émissions précédentes. Et maintenant, cette menace est entre les mains de l'Iran. La question est de savoir si les autres pays, l'Europe occidentale et l'Asie de l'Est, comprendront qu'il leur revient de mettre fin à cette guerre. Car s'il y a une nouvelle attaque contre l'Iran, et que l'Iran a déjà démontré sa capacité à anéantir la production pétrolière et gazière de l'OPEP, tout comme il a déjà paralysé la capacité d'exportation d'hélium du Qatar, le résultat sera une crise mondiale, un hiver financier. Que feront-ils? Eh bien, je suppose qu'hier, aux Nations Unies, le vote parrainé par les Émirats arabes unis visant à blâmer l'Iran pour avoir été attaqué, pour avoir eu la capacité de riposter à l'attaque israélienne et américaine en se défendant, a été qualifié d'agression. C'est une agression que de se défendre contre une attaque menaçant d'anéantissement. Si vous vous défendez militairement, c'est vous qu'on accuse. Eh bien, la Chine, je pense, a contribué à ramener un peu de raison dans la discussion, en bloquant cette action avant qu'elle ne soit adoptée par le Conseil de sécurité et soumise au vote des États-Unis. Mais cela montre à quel point l'opposition des États-Unis au reste du monde est devenue totalement insensée. Les États-Unis et l'Iran menacent ensemble le monde entier d'un chaos total s'il y a une guerre. Que vont faire les autres pays? Jusqu'à présent, l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn et d'autres ont déclaré « Pourquoi l'Iran nous bombarde-t-il? Nous ne l'avons pas bombardé. » La réponse de l'Iran est « Vous autorisez des bases américaines sur votre territoire. Vous laissez des avions américains survoler votre espace aérien. Vous ne faites rien pour l'empêcher. » L'Europe a également déclaré « Nous ne participons pas. Pourquoi nous faites-vous souffrir? Nous n'avons pas pris part à la guerre. » Regardez l'Italie, l'Espagne et même la France. Elles ont empêché les États-Unis d'utiliser leurs aérodromes et leurs bases militaires pour que des avions décollent et vous bombardent. Pourquoi nous blâmez-vous? Eh bien, ce qu'il faut blâmer, c'est leur passivité, leur inaction, leur refus de faire quoi que ce soit pour arrêter l'attaque américaine contre l'Iran, qui est fondamentalement une attaque contre toutes les règles de la civilisation, comme nous en avons déjà parlé. Les règles du droit international, les règles de la guerre interdisant le bombardement des civils, les règles interdisant le bombardement des infrastructures et des services essentiels. Et ces derniers jours, l'assassinat de professeurs et la destruction physique des universités. Pour faire ce qu'Israël a dit, nous devons détruire la culture. Dieu nous a ordonné de traiter l'Iran comme Amalek. Ils sont notre ennemi existentiel. Où vont les autres pays? Ils en viennent à accuser Donald Trump et Hegseth d'être des criminels de guerre et à engager des poursuites contre eux pour les empêcher, eux et le reste de leur équipe, de voyager. C'est comme si le reste du monde était paralysé et incapable de vraiment réagir. Et il est très difficile de savoir s'il en a conscience. Depuis une semaine, je suis stupéfait de constater que les marchés boursiers aux États-Unis, en Europe et même en Asie ont à peine baissé malgré cette menace de dépression mondiale. À peine 1% tout au plus.
juste quelques fluctuations mineures, presque rien. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que malgré tout ce danger de guerre nationale, rien de tout cela ne semble avoir été pris en compte. L'indice Dow Jones Industrial Average a grimpé de plus de 1000 points. Les marchés boursiers au Japon et en Corée, les plus vulnérables à une réduction des approvisionnements en pétrole et en gaz, ont rebondi de 3%, 4%, voire 5%. C'est-à-dire des gains tout simplement incroyables, non pas à la suite d'une dépression qui se serait résorbée, mais comme si, d'une manière ou d'une autre, tout allait s'arranger. La question, je suppose, que nous devons tous nous poser est la suivante. Le monde est-il simplement dans un état de déni? Est-il incapable d'envisager la perspective impensable que la guerre aboutisse réellement à une destruction mutuelle assurée entre l'Iran et les pays importateurs de pétrole, au bénéfice espéré des États-Unis qui ramasseraient ainsi toutes les mises? Comment peuvent-ils avancer sans en prendre conscience? Oui, à ce sujet, l'une des principales questions en ce moment est quel sera l'avenir des pays du CCG? L'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn, tous. En regardant ce qui se passe, peuvent-ils survivre à cette situation, à cette hostilité envers l'Iran? D'une certaine manière, ils veulent combattre l'Iran. Aujourd'hui, nous avons vu les Émirats arabes unis tenter de frapper certaines cibles en Iran. C'est l'avenir qu'ils recherchent. Mais peuvent-ils survivre à la situation qu'ils sont en train de créer eux-mêmes? Non, je ne pense pas qu'ils puissent survivre. Ces chèques, ces petits chèques familiaux en somme, ont été créés juste après la Seconde Guerre mondiale, le Koweït un peu plus tard, dans le but de diviser et de conquérir l'ensemble des pays arabes. La plupart sont de petites dictatures familiales, et je crois que environ 88% de la population des Émirats et de Bahreïn est composée de travailleurs immigrés. L'Arabie saoudite est vraiment le seul pays arabe de l'OPEP, avec le Qatar, à avoir une population nationale née sur place, relativement importante. Les autres, comme la Jordanie, sont en grande partie peuplés de Palestiniens et de plus en plus d'immigrants indiens. Dans des conditions presque féodales, semblables à l'esclavage, les immigrés se voient confisquer leurs passeports. Ils n'ont pas accès à la justice et subissent régulièrement des abus. Ces pays sont tournés vers le passé et constituent essentiellement un héritage de toute l'époque du colonialisme occidental, du Moyen-Orient à l'Afrique, en passant par l'Asie. Et non seulement ils devraient être remplacés, mais l'Iran souligne le point suivant. Même si vous vous débarrassez des bases militaires américaines, comme nous l'avons exigé, le problème est que vos économies sont inextricablement liées dans une relation symbiotique avec les États-Unis. Par exemple, les entreprises américaines d'intelligence artificielle, d'informatique, Google et d'autres, sont profondément connectées. Amazon et d'autres ont construit d'immenses centres de traitement de données à Bahreïn, aux Émirats et dans d'autres pays afin de garantir leur accès à l'énergie. Surtout parce qu'il sera très très difficile pour ces entreprises d'obtenir suffisamment d'énergie aux États-Unis, compte tenu de l'incapacité du pays à développer ses infrastructures électriques assez rapidement pour soutenir le traitement de données dont elles auront besoin. Les actions des soi-disant Magnificent Seven, toutes les grandes entreprises de technologie de l'information, d'Internet et de semi-conducteurs, ne peuvent pas continuer à grimper sans une source d'énergie fiable, probablement située en dehors des États-Unis. Et bien sûr, cette énergie en dehors des États-Unis est précisément ce qui est menacé. C'est pourquoi l'Iran s'est concentré sur le bombardement des filiales américaines
dans d'autres pays arabes membres de l'OPEP. Il affirme que, pour protéger sa propre sécurité nationale, il faut éliminer les relations économiques symbiotiques entre les pays de l'OPEP, de l'Arabie saoudite jusqu'aux plus petits Émirats et aux petites dictatures familiales. Je ne vois pas comment cela pourrait se faire sans une forme de prise de contrôle. L'Iran contrôlait autrefois les détroits, et Oman se trouve juste en face du détroit d'Ormuz. L'île de Keshm faisait partie de l'Iran jusqu'au XVIIe siècle. La Compagnie britannique des Indes orientales s'est emparée d'Oman et l'a détachée parce qu'elle voulait contrôler la route commerciale maritime vers l'Inde, qui était la clé de la prospérité britannique dans la région. L'Iran veut renverser cet héritage du colonialisme et empêcher le type de colonialisme financier et économique qui a rendu les autres États de l'OPEP essentiellement occidentaux. C'est pourquoi ces pays se sont alliés aux États-Unis pour attaquer l'Iran et pousser à une résolution des Nations Unies accusant l'Iran d'être responsable de la guerre, pour s'être défendu. Ainsi, même si la guerre immédiate avec les États-Unis est réglée, cela conduira, selon moi, à ce qui ressemblera à une conquête iranienne du reste des pays situés le long du golfe pétrolier. Et il y aura soit une forme de rapprochement, soit un accord. L'Arabie saoudite a tenté de parvenir à un accord modeste avec l'Iran, mais son propre gouvernement, ses fonds nationaux d'épargne et les fonds de ses familles les plus riches sont tous investis aux États-Unis, principalement dans les entreprises de technologie de l'information qui ont elles-mêmes investi dans les pays de l'OPEP pour ce que j'ai décrit comme des usines de traitement de données. Et aussi simplement parce qu'ils pensaient qu'en investissant aux États-Unis, cela devait leur assurer une protection militaire. Eh bien, ce que l'Iran a démontré, c'est que tout cela est une fiction. Toute l'idée selon laquelle Israël se protégeait grâce au dôme de fer s'est effondrée. L'idée que les États-Unis protègent les pays arabes contre les attaques, les conquêtes ou toute menace pesant sur leur mode de vie a volé en éclats. Les États-Unis ne sont pas un protecteur. Ils cherchent à contrôler le commerce mondial du pétrole. Maintenant qu'ils se sont emparés du pétrole du Venezuela et qu'ils ont réussi à isoler le commerce pétrolier de la Russie, ils ont acquis la capacité de semer le chaos dans d'autres pays susceptibles d'être soumis à des sanctions pétrolières américaines à tout moment. On peut voir quelle est la dynamique fondamentale. Ce que les États-Unis ont fait en attaquant l'Iran a conduit l'Iran à réagir. Et désormais, l'Iran se trouve essentiellement dans la position même que les États-Unis espéraient occuper. La politique des États-Unis a été si contre-productive qu'elle a produit exactement l'inverse de ce qu'elle visait. C'est ce qui arrive quand on sous-estime le fait que, si l'on tente de prendre le contrôle d'autres pays, ils se défendront. Les autres nations ne sont pas stupides, et elles ne disposent pas d'un complexe militaro-industriel privé et corrompu fabriquant des armes inefficaces. Leurs gouvernements, comme ceux de la Russie et de la Chine, ont en réalité conçu des armes qui fonctionnent. Cela a laissé les États-Unis avec au moins une décennie de retard en matière de technologie des missiles, de technologie aérienne et d'autres systèmes militaires. Les États-Unis étaient totalement mal préparés à mener une véritable guerre contre l'Iran. Mais les néoconservateurs qui entourent Trump, ceux qui ont financé sa campagne politique et soutenu la nomination d'un cabinet personnellement loyal envers lui sans poser de questions, se sont coupés de toute forme de retour réaliste, de toute véritable évaluation des effets que cette guerre aura. Ils ont ignoré toutes les dynamiques commerciales, financières et militaires en jeu. La politique américaine a souffert d'une sorte de vision en tunnel. On peut maintenant voir le génie des stratèges iraniens qui considèrent la situation dans son ensemble
et comprennent ce qu'ils doivent faire pour se défendre. Et il leur est impossible d'attaquer les États-Unis de la même manière qu'ils ont pu attaquer Israël ou les pays arabes de l'OPEP. in the way that they've been able to attack Israel or the Arab OPEC countries, but they can stop the oil trade. And again, Mais ils peuvent arrêter le commerce du pétrole. Et encore une fois, en contrôlant le détroit d'Ormuz, ou simplement en bombardant Ormuz et en anéantissant la production de pétrole et de gaz des pays de l'OPEP, ils peuvent s'en servir comme levier sur le reste du monde, pour montrer qu'il vaudrait mieux faire pression sur les États-Unis et les isoler afin d'empêcher une attaque contre eux. Car s'ils doivent être détruits, leur seule défense consiste à détruire les économies de l'OPEP, ce qui détruirait également celles de tous les autres. Ainsi, une attaque contre eux serait une attaque contre vos économies, provoquant une dépression, un effondrement économique, du chômage et tout ce qui accompagne une grande dépression ou un hiver financier.